Donc, ce soir, c'est le premier enseignement donc, de cette session 95-96. Et donc, en cette occasion, Karim Bautier vous souhaite à tous la bienvenue, donc à tous, Tachidele. Donc, tout particulièrement ce soir, il y a un certain nombre de personnes qui sont nouvelles et surtout donc de jeunes gens, donc parmi ces nouveaux venus, et donc tout particulièrement donc à ceux qui sont nouveaux ici ce soir, Karim Bautier souhaite la bienvenue. Donc le programme des enseignements qui débute ce soir donc concerne donc l'étude de ce qui est appelé donc une forme d'entraînement de l'esprit donc en tibétain, ce qui s'appelle Lo-Jong, donc Lo qui est l'esprit et Jong qui est exercé, entraîné. Et donc il n'y a bien sûr aucune contradiction entre est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Il n'y a bien sûr aucune contradiction entre les enseignements traditionnels, disons du lamrim, de la voie progressive, et donc ces enseignements d'entraînement de l'esprit. Donc ils ne sont absolument pas contradictoires. Mais donc les enseignements concernant ces formes d'entraînement de l'esprit ont certaines particularités, et en particulier donc ils sont des enseignements particulièrement profonds en ce qui concerne donc l'application pratique. Donc ces divers enseignements, donc qu'il s'agisse des enseignements de la voie progressive ou des enseignements d'entraînement de l'esprit, donc toutes ces formes d'enseignement ont leur source première dans les enseignements du Bouddha. Mais donc leur source plus directe se trouve donc dans les enseignements des maîtres de la lignée de la tradition Kadampa. Donc le maître qui est à la source du développement de la tradition des Kadampa est un maître indien du nom d'Atisha. Et donc ce maître indien s'est rendu au Tibet et donc il a enseigné donc le bouddhisme au Tibet, et à partir de ce maître éminent, donc la tradition Kadampa s'est développée au Tibet. Donc pour disons faire
un petit résumé historique. Il y a eu au Tibet 3 rois que l'on appelle donc des rois du Dharma, parce que ce furent donc dans l'histoire des rois qui ont œuvré de façon extrêmement vaste et intense au développement donc du Dharma. C'est pas la mémoire des noms propres alors. Je suis brouillée avec l'histoire alors. Parce qu'il y a toujours beaucoup de noms propres, et alors c'est pas difficile de se rappeler des noms propres parce qu'il n'y a pas de. Ça va. Voilà, ne vous inquiétez pas trop quand même. Bon. Et donc, le tout premier roi, à propos duquel on parle, disons, le tout premier roi qui a eu un lien donc, avec le Dharma, donc avec le bouddhisme au Tibet, est un roi du nom de... dont j'ai déjà oublié le nom, c'est terrible. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de répéter, vous avez tout entendu. Et donc, un peu comme en signe de présage, donc depuis le sommet du palais de ce roi, un volume des écritures bouddhistes apparut et donc tomba dans le palais. Et donc, on dit que ceci est comme le premier signe de l'introduction du bouddhisme au Tibet, une sorte de présage donc, de l'introduction du bouddhisme. Donc il n'y a pas de certitude historique absolue, de certitude quant à la date exacte de ce fait, mais on le situe vers le 5e siècle de notre ère. Mais donc, personne à ce moment-là n'était capable de lire ni de comprendre le contenu de ce texte, mais il y avait donc toutefois une prophétie disant que au bout des... qu'après 5 générations, donc à l'expiration donc, des 5 générations suivantes, le texte de ces enseignements, donc la signification de ce texte serait éclaircie. Et donc, de lignée
Le cinquième descendant de ce roi, donc dans la lignée royale, fut donc le roi Sonzhen Gampo, qui effectivement donc développa le bouddhisme au Tibet et dont on dit qu'il est en fait celui qui établit véritablement le bouddhisme au Tibet. Si la radio cherche apporte bio, c'est pas tapis, c'est derrière les 2-3 chaises. On dit que on dit que ça, j'ai la année tu dis c'est son détente. J'ai dit j'ai pas démarré c'est son détente. Que ça année jaga na ça kinchi shiwa tsusumi ji. Pema samba waje. Kimbuti la kinchi shiwa tsusumi. Logan de la logan pema samba waje. Jabuti son détente ni kinlo chusun sin. Kimbo logan chuje son détente. Allez be tambo de shida ba tashi jabachi ni. Ma be tambo be 아주 잡아지 좀 됐어요. 네. 제가 제가 고트나. Et donc, vers le 8e siècle, apparut donc le roi Chisong Jetsen, et il y eut à ce moment-là également donc le Shiwalha, voilà. Et donc le grand maître indien Shiwatso, donc Shantarakshita, vint au Tibet, ainsi que donc Padmasambhava, le grand maître Padmasambhava. Et donc ceci est situé à peu près vers le 8e siècle. Et c'est cette époque donc où le dharma, le bouddhisme donc se répandit au Tibet, est dit donc l'époque où se trouvaient réunis quand et donc, on dit de cette époque particulièrement importante pour le développement donc, du bouddhisme au Tibet, qu'elle réunit donc le roi, l'abbé, car le maître Shantarakshita était un grand abbé d'un monastère indien, donc de l'Inde, et donc le maître Padmasambhava. Shiva, quand le Shiva se dit beau la tête, la et donc, à l'invitation du roi Chisong Jetsen, donc une première fois, le maître Shantarakshita se rendit au Tibet, mais il rencontra énormément d'interférences, énormément d'êtres non humains, donc
qui essayèrent donc d'empêcher le développement du dharma et d'empêcher donc que le maître Shantarakshita puisse enseigner et donc développer les enseignements. Et donc cette première fois, donc Shantarakshita ne put pas véritablement donc enseigner et développer les enseignements, mais il conseilla à ce moment-là donc au roi Chisong Dezen d'inviter le grand maître Padmasambhava pour pacifier donc toutes ces interférences. Et donc c'est ce qui se produisit. Donc le roi donc invita donc le grand maître indien Padmasambhava, qui donc se rendit au Tibet et qui maîtrisa donc tous les obstacles et qui pacifia donc tous les êtres qui empêchaient donc le développement du bouddhisme au Tibet, et il les empêcha ainsi donc de venir et permit donc le développement du bouddhisme. Et donc ensuite il y eut diverses périodes dans le développement du bouddhisme au Tibet, certaines périodes où le bouddhisme fut florissant au Tibet et d'autres périodes où il y eut au contraire une régression du développement du bouddhisme au Tibet. Et il y eut à un moment un moine qui vint de Chine, un moine bouddhiste qui vint de Chine, ce moine qui s'appelait Hashang, et donc ce moine, en arrivant au Tibet, prêcha ou enseigna un certain nombre de vues qui en fait semèrent la confusion et installèrent une certaine instabilité dans le développement du bouddhisme au Tibet. Et il composa notamment de nombreux textes. Et donc tous les textes qu'il composa introduisaient comme des erreurs donc dans les enseignements bouddhistes, et de cette manière donc semèrent une certaine confusion. Et donc ce maître ainsi donc ayant composé de nombreux textes et en répandant un certain nombre d'analyses, de raisonnements faussés, donc viciés, avait une certaine notoriété et donc avait réuni un certain nombre de disciples. Et donc à ce moment-là, un très grand maître indien fut invité donc au Tibet de façon à contrer donc les vues qui étaient répandues par ce maître chinois. Et donc ce maître indien s'appelait donc Kamalashila. Il y eut alors un très grand débat philosophique entre ces deux maîtres, donc entre le maître chinois Hashang et le maître indien Kamalashila,
Et donc ce débat donc, se déroula en présence du roi, le roi étant le témoin donc, de ce débat. Et donc à l'issue de ce débat, le maître Ashang donc, fut vaincu et il dut donc quitter le Tibet, donc expulsé du Tibet et dut retourner en Chine. Et à l'issue donc de ces événements, le bouddhisme au Tibet se développa donc à nouveau de façon florissante, et donc un bouddhisme qui était correct et non vicié par toutes sortes de vues confuses. Puis, vers le début du Xe siècle, il y eut au Tibet un roi du nom de Langdharma, et ce roi fut particulièrement néfaste et particulièrement malfaisant donc, à l'égard du développement du bouddhisme au Tibet. On pourrait donc comparer les actions de ce roi à l'égard du bouddhisme au Tibet à celles de Mao Tse-tung. Donc ce roi Langdharma fut extrêmement malfaisant, et donc notamment il obligea les moines à se marier, il les obligeait à boire, etc. Il fit détruire de très nombreuses statues, et il mutila lui-même donc de très nombreuses statues, etc. Et donc vers la fin donc, du règne de ce roi Langdharma, le bouddhisme avait presque disparu du Tibet. Et pendant à cause du règne donc, de ce roi Langdharma, pendant à peu près 70 ans, il n'y eut pratiquement pas de manifestation de l'existence du bouddhisme au Tibet, et on ne pouvait même pas voir un moine au Tibet. Et Jalon Pekidoti. Un grand, il y eut alors un grand Mahasiddha qui tua donc le roi Langdharma. Donc ce Mahasiddha s'appelait donc Jalon Pekidoti. Et donc sous le règne de ce roi Langdharma, donc il n'y avait plus de moines, et au Tibet il y avait seulement donc quelques ce qu'on appelle donc des ngakpa, donc qui sont comme des sortes de yogis mais laïcs, donc ils ne sont pas moines.
son ci tuini ma janale ma le de yo spele de ma bo ci tuini janale ma le de yo so kamo no de kora quand ça va ni et donc sous le règne de ce roi sous le règne de ce roi Landarma, donc il y eut seulement quelques moines qui purent donc s'échapper du Tibet et aller en Chine, donc 2 ou 3 moines. Jana la chimba. Et donc après la mort donc, du roi Landarma, quelques jeunes Tibétains se rendirent en Chine donc, pour recevoir de ces maîtres, de ces moines donc, tibétains qui s'étaient réfugiés en Chine, pardon, pour recevoir d'eux donc, l'ordination donc, de Gelong de Bhikshu. Et donc, à ce moment-là, le bouddhisme fut restauré au Tibet, donc à partir de la Chine. Et donc, mais tantôt peu là, si j'aimerais. Tu n'es en mène, c'est vrai? Et donc, littéralement, donc, en tibétain, lorsqu'on parle donc, géographiquement de la Chine, on parle du bas, et lorsqu'on parle de l'Inde, on parle du haut. Donc lorsqu'il dit littéralement donc, à ce moment-là, donc, le bouddhisme fut, disons, les ordinations de moines et le bouddhisme donc, fut restitué au Tibet donc, à partir du bas, donc cela veut dire qu'il fut réintroduit donc, à partir de la Chine. Et ensuite, donc, un très grand maître indien, qui était un grand traducteur, fut invité. Au Tibet, non, ce n'était pas un indien, il dut au Tibet donc un très grand traducteur du nom de Rinchen Sangpo. Et donc, à ce moment-là, donc ce maître Rinchen Sangpo, donc qui était ce grand traducteur, réintroduisit également les enseignements au Tibet, et ceci donc à partir de l'Inde. C'était un grand traducteur donc du sanskrit, et donc il réintroduit donc les enseignements au Tibet à partir donc des sources indiennes. Et à partir de ce moment-là, donc le bouddhisme connut un nouveau développement au Tibet et un grand développement donc de la sangha, donc de la communauté monastique.
à ce moment-là, donc de nombreux monastères furent fondés et de nombreuses communautés monastiques donc furent instituées. Donc, de manière générale, lorsque l'on parle, lorsque on distingue les lieux ou les périodes où le bouddhisme s'est ou non développé, on fait cette distinction en fonction du fait que les enseignements du Vinaya, donc ce qui s'appelle Duwa, c'est-à-dire tous les enseignements qui traitent de l'éthique, de la discipline morale, etc. Donc c'est en fonction du fait que ces enseignements aient ou non été développés dans ces lieux ou à ces époques que l'on considère donc que le développement du bouddhisme ait ou non été présent. Et donc, à ce moment-là, donc au Tibet, les communautés monastiques donc, se développèrent à nouveau. Donc, toutefois, il y avait à ce moment-là donc peu de textes disponibles au Tibet, puisque donc le roi Langdharma avait tout détruit. Et donc les yogis qui avaient survécu au méfait donc, de ce roi Langdharma écrivirent à ce moment-là donc tout ce dont ils se souvenaient, donc tous les textes dont ils se souvenaient pour les avoir donc appris par cœur, mais à ce moment-là donc dans la restitution de ce qu'ils écrite, donc de ce qu'ils savaient par cœur, donc plus précisément, donc, tous ces yogis retranscrivent tous les enseignements des tantras donc, dont ils se souvenaient, mais dans la retranscription, dans la mesure où ils écrivaient donc, tout de mémoire, à ce moment-là, donc, un certain nombre d'erreurs se glissèrent donc, dans toutes ces retranscriptions des enseignements des tantras. Donc il y eut donc un certain nombre d'erreurs liées donc à des défaillances de mémoire de ces yogis, mais également certains inventèrent donc des textes en prétendant qu'ils étaient donc les enseignements de Vajradhara. Et donc, du fait de toutes ces erreurs, de ces volontaires et involontaires donc, qui s'étaient glissés donc, dans la restitution des enseignements, il apparut un moment où la pratique du Vinaya, donc de tout ce qui appartenait donc à la discipline morale, à l'éthique, et la pratique des tantras apparaissaient donc comme des pratiques opposées, de telle sorte que à ce moment-là, certains professaient qu'il était impossible d'être à la fois un pratiquant des tantras et un pratiquant du Vinaya.
장안에 아사라시다. 자가기 여기 뒤에 아사라는 지수가 되네. 장안에 아사라 되는 지지. 양 가지고 그렇지. 빈지다 상대 부부스네. 남실에 빈지다. 다 너무 부부 남지 가요면도 상대 부부 이제 상대 수준 들었어. 빈지다 상대 부부스네 지. 아사라야 지제 어디니 지요니요. 분위기 추로 같이 땡지 배다. 지 가지고 그렇지. 유명한 바지 묘제야 거래 바지 거래 취지된 그래 여러 와서 미쳐다 야 달라서 보면 막아야 되지 토통 되게 그냥 봤어야 취지된 그래 그 와서 지지 어제 저도 스미치게 람땡제야 그래 진짜다 제요 내가 나고 나디 추스지 이제 미 맞네 Ensuite, il y eut deux maîtres indiens qui vinrent au Tibet et qui firent énormément de mal. Donc, à ce moment-là, l'un d'eux, qu'on appelle donc qui est appelé donc Acharya qui signifie littéralement maître. Lorsqu'il vint au Tibet, donc prêcha une doctrine selon laquelle il poussait les gens à avoir des relations sexuelles, à avoir le plus de jouissance sexuelle possible, etc. Et il appelait donc sa méthode la méthode de la transformation. Et un autre maître du nom de donc qui est appelé en tibétain Shamda Ngompo, donc peut-être Shamda c'est donc la jupe que portent les moines et Ngompo c'est bleu, donc sans doute ce maître portait-il une jupe, donc une jupe bleue pour qu'on l'appelle donc de ce nom. Donc ce maître Shamda Ngompo enseigna toutes sortes de moyens pour éliminer ses ennemis par la magie, par les poisons, etc. Et donc ces deux maîtres répandirent donc leur doctrine au Tibet et furent extrêmement nuisibles. 뭐 수수나 자체는 카카카가 차차 제가 말이 자고 하나만 예시였으면 내가 전주 상가지 이거래 다 공기대 제 맞아 가지네 다들 담보지 자 야무지 정망소 다들 간다 상진네 지 이남 다 변화 정신에 산까도 고부도 돼 아니 다들 단달에 다 공기 상관에 다 자발에 야지만 왜 담보를 받지 러메가 개버치 뭐지 I think that the Cabot Chimbuti, the law map of Tambachi, into the Chimbuchi, Dema Donna, the Tamba to Samari, Sanchini. And it did Gobashi in Heta, Judge and do Simicimity, Judge and do Simicimity. These are all upon this, same moment in Kuchini. As Anaya, Pinta Yarachi, Bella Pito Pinta Tamachi, condition also, did be. 여기야기 됐어요. 몸이 힘이 굳지는지 나를 봐. 네. 뒤통수에 자전도 심심했지. 네. 그런 작업이 미래. 네. Et donc à ce moment-là, il n'y avait plus au Tibet donc comme un seul royaume, mais donc le pays s'était trouvé comme éclaté en plusieurs royaumes. Et à ce moment-là, le roi du royaume donc de Ngaji, du nom de Lama Yeshue, que j'ai des problèmes, du nom de Lama Yeshue, qui était un bodhisattva, et il était donc très profondément affligé donc par la situation qui sévissait au Tibet, donc et par toutes les doctrines néfastes qui s'y étaient répandues, et il cherchait donc le moyen de répandre donc un dharma, donc de répandre un enseignement juste donc du bouddhisme, et il chercha donc à ce moment-là à inviter donc un grand maître et érudit indien. Et pour cela, donc, il envoya un émissaire inviter donc un grand maître indien, Bhatsunduje,
Bah, Gyatsenju. Et donc, pardon, il envoya donc un émissaire, et c'est cet émissaire donc qui s'appelait Gyatsenju, et il lui confia donc beaucoup d'or en lui disant donc d'aller en Inde pour chercher donc un très grand érudit et un grand maître qu'il pourrait donc inviter au Tibet pour répandre à nouveau donc des enseignements du Dharma, du bouddhisme qui soient des enseignements justes. Et donc il envoya ainsi donc cet émissaire. Et donc à cette époque en Inde, le maître bouddhiste le plus renommé est celui donc tous les sages révéraient et respectaient et dont les qualités étaient universelles, étaient reconnues donc par tous en Inde, était le maître Atisha, dont Kyambochi a parlé tout à l'heure. Et donc, Atisha, donc, ce maître Atisha vivait donc vraisemblablement à cette époque-là dans un monastère à Bodh Gaya. En compagnie donc, de très nombreux autres panditas, de nombreux érudits. Et donc l'émissaire donc de ce roi tibétain se rendit donc à ce monastère, mais l'abbé donc de ce monastère de Bodh Gaya ne donna pas l'autorisation pour que Atisha donc quitte l'Inde pour se rendre au Tibet. Et donc, Gyatsenju pela tsulpe var. Gyatsenju kalaya tamanyoche. Inditaya dandishu matoche. Ledi. Kalaya se yomatoche. Chedata halama yishige yanju. Yeda jipaya yishimiyan. Kule kuya gisse. Suya chimbade, chunga chimbade. Chunga shudi hapu kuya. C'est ça qui me dit. Diego Kono. Halama ici je Kono. Allez. Ça j'ai vu une maladie. Excusez-moi, mais dans ce genre d'histoire, c'est toujours un peu difficile de savoir qui fait quoi, qui a dit quoi à qui. Alors, bon. Donc l'émissaire du roi tibétain, donc Lama Yeshue, se trouvait donc ainsi ne pouvant pas donc faire venir Atisha au Tibet, et donc le roi Lama Yeshue envoya donc chercha à nouveau de l'or pour envoyer en Inde pour que donc son émissaire Gyatsenju puisse inviter un autre maître. Donc apparemment la tradition voulait à cette époque que l'on envoie beaucoup d'or en Inde du Tibet pour inviter donc en présent donc pour inviter les maîtres. Pourquoi je ne sais pas. C'est tu vas de bâtir maintenant. Kalu Jabu Bisen, Halama Ishi, Kalu Jabu Sudu, Pegil and Kokas, Solomba Juari, T. Jabu de Landua, the son of Jabu de Jaju. You Kalu Jabu Bisen, the second Shishad, Halama Ishi. Et donc, à ce moment-là, donc, cherchant de l'or,
ce roi, donc Lalama Yesheu, arriva donc dans une région du Népal, et à ce moment-là, donc le roi donc, du Népal le mit en prison. Et donc, Kalo, c'est Lombat et donc ce royaume donc, du Népal où le roi de la province donc, de Ngavi, donc Lalama Yesheu, et donc s'appelle donc Kalo, s'appelle donc la région de le royaume de Kalo. Donc, à cette époque également, donc, le Népal n'était pas un seul royaume, mais était donc un ensemble de nombreux petits royaumes.